Bonjour à toutes et tous. Je vais faire moi simplement l'introduction pour Florence, remettre un peu le projet là qu'on va vous présenter, qui est un projet d'innovation, un projet d'innovation d'économie circulaire, pardon, et aussi de sobriété. Et donc voilà, le remettre dans le cadre général de ce qu'on fait en préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc la Solidéo, maintenant, je pense beaucoup vous savez ce que c'est. Donc c'est l'entité publique, l'établissement public, l'EPIC, qui a été créé pour superviser et réaliser en partie la livraison de tous les sites pérennes donc, qui sont utilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais qui ont une vie au-delà, qui ont une utilité au-delà. Et donc, on a une histoire qui date à peu près de Lima, là, le moment où tout le monde s'embrasse parce que Paris est nommé ville hôte des Jeux, et qui va jusqu'en 2025 avec la phase héritage. On est plutôt pour les Jeux dans la dernière ligne droite, puisque vous voyez sur ce schéma-là, on a passé 68 mois, il nous en reste 6. Donc on commence à pouvoir dire des choses un peu précises, mais on est aussi un petit peu occupé. Mais ce qui est intéressant avec ce schéma, c'est qu'il n'a pas bougé d'un iota depuis le début. Alors, l'écosystème de la Solidéo, c'est un conseil d'administration avec en particulier l'État, la ville de Paris, la région, les départements, etc. Ce sont aussi les financeurs des Jeux. Et puis, on a 30 maîtres d'ouvrage qu'on supervise, dont ICAD, pour la réalisation de ces 64 ouvrages. Ces ouvrages, c'est tout ça. Ça va de la couverture du Suzanne Lenglen jusqu'à le centre aquatique olympique à Saint-Denis, le village des athlètes, mais aussi un échangeur autoroutier, un mur anti-bruit, etc., etc. Et quand on fait tout ça en 2017, et même avant, pendant la candidature, on se dit, bah, en fait, qu'est-ce qui va singulariser? Quel est les Jeux en France, l'accueil des Jeux? Qu'est-ce qui va faire sens? Comment ces ouvrages vont faire sens, au-delà simplement d'être livrés dans les coûts et dans les temps pour les Jeux? Et on avait pas mal de références qui allaient dans l'innovation extrême, le gigantisme, la débauche de moyens. On avait l'exposition universelle à Dubaï, les Jeux à Tokyo, les Jeux à Pékin, etc. Et ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on était directement dans la droite ligne, enfin, dans le prolongement des accords de Paris, et qu'on devait montrer à travers ces ouvrages pérennes que les filières françaises de la ville, de la construction, étaient capables d'apporter des réponses tangibles en peu de temps et avec des moyens contrôlés au regard de grandes questions transverses à toutes les villes. Et parmi celles-là, des questions environnementales, la neutralité carbone, comment à travers ces ouvrages on est capable de montrer qu'on fait un vrai pas en avant vers l'objectif de neutralité carbone en 2050. La résilience, l'adaptation au changement climatique, comment on sait montrer que ce qu'on a construit sera toujours utile, confortable en 2050 avec le climat de 2050. La biodiversité, comment on montre à travers ces ouvrages qu'on est capable d'entamer une réconciliation entre la ville et la biodiversité, comment la ville devient support de biodiversité, et puis l'économie circulaire, comment ce qu'on construit à la fois est un témoignage qu'on peut construire à toutes les étapes du projet en ayant recours à l'économie circulaire, et comment on place les futurs utilisateurs de ces bâtiments, de ces objets, de ces ouvrages en situation d'avoir eux-mêmes recours à l'économie circulaire pour leurs usages propres. Et alors, on n'est pas au bout de l'histoire, mais ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que globalement, après s'être donné des objectifs vraiment chiffrés, tout à fait mesurables, on les tient pour l'essentiel. En particulier, ce qu'on s'était dit sur le carbone, c'était qu'il fallait qu'on se rende capable de diviser par 2 les émissions par rapport à, en gros, ce qu'on construisait avant partout, sous l'égide de la RT 2012. Quand on mesure où on en est sur le village des athlètes, en regardant les émissions de carbone liées à la construction et à l'exploitation sur 50 ans, on divise de 45% cet impact.
et c'est tout à fait positif. Alors, il y a plein de sous-indicateurs qui montrent que pour arriver à ce résultat, on a fait beaucoup de choses. J'y reviendrai pas, mais c'est évidemment un travail et sur la conception et sur le chantier et sur les systèmes et l'exploitation des ouvrages. Il y a eu énormément de travaux sur de massification de l'usage du bois dans la construction, mais aussi sur l'essor et le développement de la logistique fluviale, mais aussi sur les matériaux, mais aussi de façon plus territoriale et intégrée sur la question de l'approvisionnement énergétique et en particulier des réseaux de chaleur et de froid. Sur le climat, tout ça est maintenant modélisé avec des simulations thermiques dynamiques, mais et on tient l'objectif qu'on s'était donné, notamment sous le climat de 2050, de montrer qu'on est capable de garantir que la pièce la plus chaude du logement ne dépasse 28 degrés, pas plus de 160 heures par an, ce qui était notre critère in fine, mais on avait d'autres critères un peu plus complexes pour le climat actuel. Et sur les ouvrages sportifs, pas plus de 3% du temps. Et donc, encore une fois, c'est beaucoup de travail et ça commence pour un aménageur au moment de la définition du plan guide et comment voilà, on agence les bâtiments, les espaces publics avec le vent, avec les infrastructures de fraîcheur, d'une certaine façon, comme la Seine pour le village des athlètes, et jusqu'à la conception des bâtiments eux-mêmes, leur agencement, le lien aussi entre espace public, espace extérieur privé et notamment végétalisé. Et donc tout ça se mesure. Idem pour la biodiversité. Et alors, pour atteindre l'économie circulaire, j'avais dit qu'on n'en faisait pas qu'un sujet d'exploitation, même si c'est l'objet de la présentation du jour. C'est quelque chose qui nous a tenus pendant tout le projet. Et on est vraiment capable de montrer que lorsque c'est posé comme un incontournable, on peut avoir rapidement des résultats qui sont tout à fait intéressants. Et voilà, et donc concrètement pour faire tout ça, on a posé d'emblée un cahier des charges et des prescriptions tout à fait ambitieuses. Alors ça, à la limite, c'est pas très original, d'autres le font. On a mis aussi en place un dispositif contractuel à travers les actes de vente et puis de suivi technique de ces ambitions, qui est pour le coup, à mon avis, un peu plus sophistiqué et complet que ce qu'on peut faire d'habitude. Et ça nous a permis de regarder à chacune des étapes du projet qu'on était toujours dans les clous et qu'on y arrivait. Simplement, cette question des prescriptions ne permet pas à elle seule d'atteindre l'ambition. On voit bien que l'idée, c'est de changer les modes de faire, d'aller au-delà des pratiques courantes. Et donc, il y avait nécessairement une dimension d'innovation dans ces objectifs-là. On pouvait, en première approche, paraître rebutant par rapport au sujet de l'innovation, puisqu'on disait à l'ensemble des maîtres d'ouvrage, il faut que vous puissiez garantir les coûts, les délais, etc., etc. Et donc, pour contrer ce premier abord et montrer qu'on était au contraire tout à fait partant, favorable à l'innovation à partir du moment où elle était maîtrisée, on a créé un fonds d'innovation avec en particulier 36 millions d'euros, donc en gros 1% du coût des ouvrages à l'époque, dédiés à apporter des dotations aux maîtres d'ouvrage qui ont eu recours à l'innovation pour atteindre l'ensemble des objectifs que je décrivais tout à l'heure. Et on a créé un comité d'innovation, on a été assez sélectif, on a retenu à peu la moitié des projets, mais on a aussi surtout beaucoup travaillé avec les porteurs de projets pour les mettre en place. Et puis, on a pas mal d'innovations qui concernent directement le logement. Alors ça, c'est pas financé par le fonds, mais pour mémoire, on a quand même cette innovation un peu native de tous les logements du village des athlètes qui sont utilisés à la fois en phase jeu et en phase héritage, y compris d'ailleurs un certain nombre de bureaux qui sont utilisés comme logement pendant la phase jeu. Et on a conçu ça dès l'origine avec un permis à double état. Donc le permis a été déposé avec une description complète du bâtiment en phase jeu, une description complète du bâtiment en phase héritage.
et obtenus pour ces deux. Mais voilà, très rapidement, de quelques autres exemples, toutes les façades pratiquement du village des athlètes sont des façades d'ossature bois, et dans bien des cas, elles n'étaient pas en technique courante au début du projet. Plutôt que de dire, bon, bah, super, on va faire ce qu'on sait faire, par exemple du métal partout, on a accompagné l'ensemble des maîtres d'ouvrage pour recenser leurs besoins, mobiliser de l'expertise technique, et en particulier le CSTB, et concevoir un guide qui a apporté une réponse transverse à l'ensemble des enjeux et permis à chacun des maîtres d'ouvrage de faire le dernier pas pour à peu près 4 fois moins cher et 4 fois moins de temps en obtenant des ATEX. Il y a eu 15 ATEX obtenus sur le VOP qui elles-mêmes décrivaient, je ne sais plus combien, enfin au total de l'ordre de 60 complexes de façades différents. Idem pour les douches zéro ressaut, donc les douches accessibles sur plancher bois. C'est ICAD qui le fait. Hein. Sur le village média, on a aussi poussé des innovations moins chères à la construction, mais avec des performances carbone meilleures que simplement du béton bas carbone. On a aussi travaillé dans le secteur là, de Seine-Saint-Denis, qui est quand même dans lequel la qualité de l'air est moyenne, sur des systèmes de dépollution de la qualité de l'air pour des ventilations en simple flux. Voilà. Et j'arrête là parce que c'est quelques exemples. On a évidemment aussi innové sur l'espace public et beaucoup innové dans les grandes enceintes sportives. Mais ça vous donne un aperçu des types de travaux qu'on a conduits. Finalement en assez peu de temps et qui ont été aussi un élément déclencheur du projet de bâtiment cycle que va vous présenter Florence. Merci Antoine, je vais peut-être prendre la zapette. Ouais, voilà. Donc effectivement, parmi toutes les innovations, il y en avait beaucoup. Antoine a commencé un peu une présentation générale. Il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur, je pense collectivement, c'est ce bâtiment cycle. Donc en fait, aujourd'hui, moi je travaille chez ICAD Promotion, je représente le secteur D. Donc le secteur D, la maîtrise d'ouvrage, c'est ICAD, CDC Habitat et la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. Et on s'occupe d'une petite partie du village, on s'occupe de 52 000 m². C'est les 13 bâtiments que vous voyez là, 12 bâtiments de logement là, le long de la Cité du Cinéma qui vont jusqu'à la Seine et un bâtiment de bureau sur l'arrière. Et dès la réponse à concours, c'était dans le cahier des charges de la Solidéo de proposer une innovation, une vraie innovation. Et du coup, on avait déjà cette idée de travailler sur un bâtiment ressource, un bâtiment zéro déchet. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Donc effectivement, on est passé au comité innovation de la Solidéo. Alors on est passé plusieurs fois parce qu'ils ont été très exigeants. Ils nous ont vraiment fait lever les curseurs et vous allez voir jusqu'où on est allé. Et en fait, maintenant, c'est tellement innovant qu'on est confronté à des freins qu'on est en train de lever. Mais voilà, c'est aussi le retour d'expérience de comment on fait une innovation en France dans un délai extrêmement contraint et c'est pas si simple. Donc le bâtiment cycle, c'est vraiment repenser les services urbains à l'aune de l'économie circulaire et travailler vraiment sur la circularité des ressources à l'échelle locale. Donc quand on dit à l'échelle locale, c'est à l'échelle d'un bâtiment. Donc là, on a pris un petit bâtiment qui fait 28 logements. Et en fait, on s'est dit, ce bâtiment, on va en faire un laboratoire et on va faire en sorte qu'il ait zéro déchet. Et de ça, l'idée après, c'est de pouvoir le dupliquer et de pouvoir faire bouger les lignes et on verra en conclusion. Donc les déchets d'un bâtiment, c'est quoi? C'est les urines, c'est les matières fécales, c'est les eaux usées et c'est les biodéchets. Et en fait, vous voyez ce schéma sans rentrer dans le détail. On part de l'échelle du bâtiment, c'est le rond orange au milieu, c'est le bâtiment, et du coup, c'est les habitants, c'est les usagers. Et c'est de se dire que les eaux usées, des éviers, des douches, les urines, voilà, tout ça va être réutilisé à l'échelle du territoire. C'est ce qu'on voit en bleu pour remettre en cause le sujet des stations d'épuration, repenser les usines d'eau potable et réutiliser un certain nombre d'engrais, notamment l'urine, on va y revenir dans les sites agricoles. Et c'est faire bouger les lignes aussi à l'échelle du quartier pour que les composts créés par ces déchets soient réutilisés dans les espaces verts et que tout ça soit approprié par les habitants à travers un écolab sur lequel on va revenir tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on ne parle pas de déchets, mais on parle de ressources et que finalement, les ressources donc, en amont, c'est-à-dire les eaux usées, soient réutilisées et que ce ne soient pas des déchets, mais que ce soit des ressources également en aval.
Donc comment on fait? Je vais vous présenter chacune des innovations de manière un petit peu technique. Vous allez voir que c'est pas si technique, c'est pas si compliqué. Donc comment on récolte les urines? C'est un modèle particulier de cuvette de WC, avec en fait un réseau qui récupère les urines d'un côté et les fesses de l'autre. Les urines arrivent dans une cuve au sous-sol. Et là, c'est une start-up qui s'appelle Toupie Organics, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'en fait, les urines, c'est un engrais agricole extrêmement intéressant et extrêmement fertilisant. Et du coup, cette start-up, elle vient collecter les urines, elle les transforme en biostimulants et elle les valorise. Ensuite, pour les matières fécales, donc désolé, hein, on est dans des discussions qui ne sont pas toujours très glamour, mais bon, c'est comme ça. Les matières fécales, elles partent dans un réseau à part entière et elles arrivent aussi de la même manière dans des cuves avec différents compartiments. Et en fait, là, le compost, il est maturé longtemps et il est maturé 2 ans selon les recommandations de l'OMS. Et finalement, ça fait du compost in fine qui pourrait être réutilisé pour les espaces verts, pour les terrasses, etc. Et à chaque fois, pour rassurer tout le monde, on a la possibilité de se raccorder à tout moment aux égouts. Donc en fait, on fait l'innovation. Il y a comme un système de double réseau avec des vannes en fait qui permettent à tout moment soit de rester dans l'innovation, soit de rejeter tout ça dans les égouts s'il y avait le moindre problème à tout moment. Et une des thématiques, évidemment, énormément d'actualité aujourd'hui. Donc nous, on y croyait déjà en 2019 ou en 2020 quand on a défendu notre dossier. Et aujourd'hui, le sujet de l'eau, la valorisation des eaux usées, la pénurie d'eau potable, c'est une préoccupation de tous, je pense. Et donc là, on travaille avec une start-up qui s'appelle Nereus et qui va comme s'il faisait une petite station d'épuration à l'échelle du bâtiment, recycler les eaux usées, donc les eaux des éviers, des douches, des machines à laver, les retraiter pour en faire de l'eau propre. On n'en est pas à faire de l'eau potable, mais déjà de l'eau propre qu'on peut réutiliser dans les chasses d'eau des WC, dans le lavage des espaces extérieurs, dans l'arrosage des jardins. Et on aimerait, mais ça c'est pas encore, on a encore des freins qu'on est en train de lever, dans les lave-linges, les réutiliser dans les lave-linges et dans l'entretien des parties communes. Donc en fait, on a une partie ARS, il faut les autorisations de l'ARS pour faire un certain nombre de choses, mais il y a des choses où même l'ARS nous dit non, ça c'est pas dans mes compétences. Et du coup, on est parti avec France Expérimentation. Donc France Expérimentation, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une une association ministérielle. Enfin, c'est une organisation interministérielle en fait qui permet de lever les verrous des innovations, notamment les verrous juridiques ou administratifs. Donc à l'heure où on vous parle, on ne sait pas encore si ces verrous vont être levés, mais on espère bien. Et donc ça fait quand même diminuer de 60% la consommation d'eau potable. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et en fait, on réutilise les calories des eaux usées pour l'eau chaude sanitaire. Et ça nous permet d'assurer 95% des besoins d'eau chaude sanitaire. Bon, je vous passe les schémas techniques. Vous avez compris, tout se passe finalement en sous-sol, avec toujours la possibilité de se raccorder aux égouts. Et puis le dernier axe, qui est un peu plus classique, c'est le sujet des biodéchets. Donc là, on a un gros électrocomposteur qui est en bas du bâtiment et qui va récupérer les biodéchets non seulement de ce bâtiment-là, mais de l'ensemble des bâtiments de notre secteur et qui pourrait d'ailleurs accueillir plus largement à l'échelle du quartier. Et donc on a installé en bas de chacun des bâtiments des locaux biodéchets pour que les gens mettent leurs biodéchets et qu'ensuite par un système de collecte en mode doux, les biodéchets soient apportés dans l'électrocomposteur, transformés en compost et réutilisés en espaces verts, dans les espaces verts, dans les terrasses et peut-être même à terme valorisés et revendus. Donc ça, évidemment, ça permet de réduire les émissions de carbone et ça permet de fermer le cycle de l'assiette à la terre. Voilà, donc autour de cette innovation, donc comme je vous disais, pour nous, c'est un véritable démonstrateur. C'est vraiment un sujet dans lequel on croit. Pour nous, la circularité, c'est plus une option. On ne peut plus être dans la linéarité de tout ce circuit de l'eau, mais il faut vraiment travailler en cycle. Donc nous, avec la Caisse des dépôts, ICAD et CDC Habitat, on y croit beaucoup. On a mis en place une gouvernance opérationnelle très forte puisqu'on est maître d'ouvrage de cette opération. Et derrière, ce que je n'ai pas dit et ce qui est très important, c'est que l'exploitant, ce sera CDC Habitat. On a fait ça sur un bâtiment qui sera exploité par CDC Habitat. On ne l'aurait peut-être pas fait en accession, en vendant des appartements à des gens où les usages sont peut-être pas si simples. Et puis on s'est entouré de start-up dès le début, donc dès la conception, et c'est vraiment cette étape conception, travaux. Donc actuellement, on est en travaux, parce que comme disait Antoine, on a bientôt, dans 6 mois, on termine le chantier. Et puis en exploitation. Donc dès la conception, on a réfléchi aux premières années d'exploitation, comment on va monitorer l'innovation, comment on va accompagner les habitants, et comment on va pouvoir se dire que peut-être c'est ça le bâtiment de la ville de demain.
Donc j'ai parlé de faire bouger les lignes du cadre réglementaire. Et pour terminer, je terminerai par l'écolab. Donc en fait, c'est de se dire que c'est pas qu'une innovation technique, hein, tous ces tuyaux que vous voyez et ces cuves, mais c'est aussi comment on va aider les habitants à s'approprier ces nouvelles façons d'habiter. Donc au rez-de-chaussée, on a prévu un espace comme une... Pardon, excusez-moi, j'avais mis le minuteur. Donc c'est bien, j'ai bientôt fini. Un espace qui va pouvoir, comme une conciergerie un peu circulaire, qui va permettre d'accompagner les habitants, de créer des animations, de faire venir les gens du quartier. Et puis, donc ça, c'est pour la partie, ce qu'on appelle le pôle citoyen, c'est-à-dire, encore une fois, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier. Et puis, de manière plus large, on a envie de faire rayonner ce bâtiment à l'échelle nationale, peut-être même à l'échelle internationale, et de faire rayonner cette innovation. Voilà. Et donc pour terminer, cette image de notre forêt fraîche, de notre cœur de forêt, et on voit que la végétation, et Antoine l'a dit, la biodiversité, c'est une des thématiques et un des piliers forts de notre projet. Et donc on voit bien que ces eaux usées qui deviennent propres, elles ont du sens pour arroser les espaces verts plutôt que d'utiliser de l'eau potable. Et de la même manière que le compost, utilisons-le et voilà, et faisons de cette circularité une évidence.